Et salut YouTube, on est ensemble aujourd'hui pour faire un petit point sur la flottille qui était en direction de Gaza récemment. Et j'ai aujourd'hui l'honneur d'accueillir Fernaël qui est avec moi Bonsoir. pour discuter un peu de ce sujet-là, un peu notre expert bateau, mais je te laisse te présenter. Effectivement, expert bateau. Donc moi je suis Fernaël et expert bateau parce que ça fait 14 ans que je suis marin. Marin dans la marine nationale de la République française. Mon boulot notamment dans cette belle institution, c'est de conduire les navires. Et donc dans ce cadre-là, je suis plutôt formé dans tout ce qui est droit maritime, droit international, et globalement tout ce qui peut se passer entre deux États sur la mer. Et voilà, on va un peu parler de en quoi ce que fait, en plus d'être humainement tout à fait dégueulasse, est basé sur des choses légalement intéressantes, mais on y reviendra. Quant à mon positionnement politique sur toutes ces questions, je vous rappelle que, étant militaire, je ne peux pas m'exprimer sur mes opinions politiques, mais néanmoins, je Tu es tiens à une rappeler mouette de la, que parce que je suis partie de la grande je suis muette, dans la grande mouette. la grande mouette, tout à fait. Exactement. Et voilà, je peux pas vous dire où je me positionne politiquement, parce que je peux vous dire que j'étais candidat sur une liste au municipal qui s'appelait Brest Insoumise. Voilà. Mais totalement neutre et apolitique, bien sûr, Voilà, comme chacun ah, sait. Et là, pour les gens qui n'ont pas compris la blague sur la mouette, c'est parce qu'on appelle l'armée la grande muette. Et j'ai toujours appelé ça la grosse mouette, personnellement, à titre, voilà, parce que c'est comme une grosse mouette. Et donc, du coup, on est là pour avoir un petit peu, voilà, notre expert en droit maritime, expert en créneau de navire. c'est vrai. Euh, Ce qui devrait, bah, évidemment, du coup, être particulièrement intéressant vis-à-vis de tous les débats qui entourent la flottille, parce que je ne sais pas si vous l'avez ressenti, vous aussi, le chat et les gens de YouTube, mais ce serait pas un peu le bordel pour comprendre tout ce qui se passe en ce moment. J'ai l'impression que j'entends des trucs à droite, à gauche, des choses qui parfois se contredisent, parfois ne se contredisent pas, y compris de la part de gens qui sont plutôt d'accord d'habitude sur qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal, et tout. C'est un peu le bordel. Mais d'abord, je vais me permettre, et je te laisse enrichir mon propos si jamais j'oublie des trucs, vous Yes. représenter en rapide, c'est quoi ces histoires de flottille quand même? Peut-être que vous n'avez pas suivi, peut-être que vous sortez d'une grotte, peut-être que vous n'avez vraiment genre aucune idée de ce dont on parle. Alors, la flottille, c'est une initiative qui a été menée à plusieurs reprises par plusieurs organisations différentes. Je vais pas réussir à vous les citer là comme ça de tête, mais en gros, il y a eu surtout le gros passage avec Rima Hassan et Greta Thunberg qui a fait énormément de bruit. Il y a de ça un peu moins d'un an, si je dis pas de bêtises. C'est un peu plus d'un an, je Peut-être un peu pense. plus d'un an. En tout Ouais, cas, ouais. c'était assez récent. L'objectif de la flottille avait été de mettre la lumière sur le blocus qui est imposé aux Gazaouis et qui leur empêche d'avoir accès à de l'aide médicale, qui leur empêche d'avoir accès à de la nourriture et à un tas d'autres trucs comme ça. Donc l'idée étant d'envoyer plein de bateaux pour montrer que ce blocus, qui est illégal au regard du droit international, s'applique quand même dans les faits et viendrait quand même. Et donc, du coup, en gros, il y a une forme d'hypocrisie, autant de la part des institutions internationales que de la part d'Israël, qui a été mise en lumière à ce moment-là, de la part, du coup, enfin, par du coup, la première volée de la flottille. Et merci beaucoup pour tous les subs. Euh, Par la suite, on a eu d'autres initiatives qui ont été menées suite à celle-ci. La dernière en date étant celle de la Global Sumund Flotilla, qui a été la plus grosse flottille très largement devant toutes les autres, à savoir un total de 54 bateaux pour 426 participants venus de 39 pays différents. On avait pas mal déjà couvert ça en live, si vous vous en rappelez, le jour où il a commencé à y avoir des arrestations. Mais c'était il y a une dizaine de jours, quelque chose comme ça. Le 18 mai, plus précisément, a intercepté une grande partie de ces bateaux. Et nous, on s'était arrêté là, du coup, sur Twitch par rapport à ce qui était passé. C'est-à-dire qu'on avait simplement vu toutes les différentes caméras qui étaient affichées en direct sur YouTube et progressivement disparaître en fait au fur et à mesure de la nuit jusqu'à complètement nous laisser dans les ténèbres. Et donc du coup, par la suite, qu'est-ce que du coup, ce dont on n'a pas encore parlé sur cette chaîne, on a donc eu l'interception de militants et du coup le 21 mai a commencé à expulser massivement ces mêmes militants. Mais on a aussi eu, et c'est sur ce dont on va revenir déjà dans un premier temps aujourd'hui, on a eu pas mal de témoignages de comment ça s'était passé, ces arrestations et ces expulsions. Est-ce que ça s'est fait dans les règles de l'art?
Est-ce que ça s'est fait de manière pacifiste et bienveillante, comme à l'accoutumée avec... Ou est-ce qu'on a encore eu des putains de cas de torture? On va en parler un peu plus en profondeur aujourd'hui. On vous a mis des petits extraits de côté. Le J'ai rien suspense oublié? est total. J'ai rien oublié? Ouais, on est bien. Faut savoir que même si quasiment la totalité des flottilles ont été interceptées et ont eu aucun, on va dire, bénéfice humanitaire, il y a quand même eu une des dernières qui était également de la Global Sumund, qui avait envoyé tellement de bateaux que ça a tellement mobilisé de navires israéliens que ça a permis la reprise de la pêche sur les côtes gazaouis. Donc en fait, depuis des années, les pêcheurs gazaouis ne pouvaient pas pêcher. Et en fait, grâce à la flottille qui avait accaparé les moyens navals d'Israël, il y a des pêcheurs gazaouis qui ont pu littéralement se nourrir. Donc rien que ça, c'est une victoire. Et c'est aussi pour ça que c'est une des stratégies de cette flottille-là, c'est d'y aller avec énormément de bateaux pour essayer de saturer la marine israélienne. Et rendez-vous compte un peu de la dinguerie quand même, devoir faire une diversion avec plus d'une cinquantaine de bateaux venus de 40 pays, juste pour laisser une fenêtre d'opportunité pour que des gens puissent aller pêcher des poissons. Hein. C'est vous dire quand même à quel point tout est fait pour qu'ils crèvent de faim. Je tiens à le dire quand même. C'est genre, parce que souvent on a un peu cette image en mode genre, oui, peut-être qu'ils pourraient apprendre à être un peu indépendants ou ce genre de conneries. Parfois t'entends ce genre de dinguerie, c'est genre chez les droitards. Mais même ça, genre ils peuvent pas, hein. Enfin, genre, au bout d'un moment, faut regarder les choses en face. Il y a un bête de blocus, y compris genre qui les empêche eux-mêmes d'aller pêcher. C'est pas simplement genre un truc qui les empêche d'aller chercher de l'aide humanitaire, c'est qu'il y a vraiment littéralement tout qui est fait pour que ça ne puisse pas arriver et qu'ils ne puissent pas se nourrir. Donc on est quand même sur des niveaux de dinguerie qui sont rarement atteints, hein, même par des pays impérialistes, je trouve. La bonne ambiance, sachant que il y a un peu d'agriculture aussi à Gaza, mais bah c'est sous les bombes, hein, donc Bah y a ouais. rien qui- hein. Puis pareil, de Donc en mémoire fait, aussi, il y a des questionnements autour de l'empoisonnement des sols, ce genre de trucs. Hein. exactement. Ouais, t'as des agents chimiques qui sont déversés par Tsahal, hein, pour éviter littéralement l'agriculture aussi. Donc agriculture plus pêche, voilà, hein, comme Voilà. vous avez bien compris qu'on veut les affamer ces gens-là. C'est tout à fait délicieux. On appelle ça un crime de guerre, si jamais. Hein. Ouais. Et Hein. Au cas où. on appelle ça donc au cas où. Hein, c'est notamment pour ça que c'est C'est un très peu cher. l'équivalent d'aller- d'un siège, sauf qu'au lieu de faire le siège d'une ville, ils ont fait ça sur un pays, quoi. Ouais, exactement. Territoire en l'occurrence, mais ouais. C'est Bah, assez imaginez ouf. parce que je me souviens qu'on utilisait souvent cette expression qui a été abandonnée, tu vois, au fur et à mesure du temps. On parlait beaucoup de prison à ciel ouvert quand on évoquait Gaza à une époque. Mais là, on n'est plus au stade de la prison, quoi. Parce que les gens dans une prison, on leur fait la graille. Les gens dans une prison, il y a quand même un minimum de choses qui sont respectées. Là, on n'en est plus du tout là. Là, on est vraiment sur un immense camp de concentration, quoi. C'est même plus. Enfin, l'objectif, c'est qu'à la fin, les gens meurent. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, quoi. Ils sont emmurés, vivants, et on fait tout pour qu'ils puissent pas, genre, graille. Comment ça va finir, ce genre de truc? Et évidemment, en plus, c'est aussi la porte ouverte à un tas de choses assez inhumaines qui pourraient arriver aussi dans les murs d'un endroit comme ça, parce que bah, dès qu'il y a des grandes famines aussi, on sait très bien que ce qui se passe, les gens vrillent, quoi, c'est normal. Donc on est dans une situation particulièrement critique, qui évidemment, bon, là on va parler plus précisément de la flottille, mais si on prend déjà un peu de recul, genre au-delà de la simple question des eaux internationales, cette situation, au global, vous êtes censé être au courant maintenant quand même, elle est complètement ubuesque d'un point de vue du droit international, d'un point de vue de toutes les institutions genre qui sont censées empêcher ce genre de choses d'arriver ou de se reproduire. Enfin là, on est vraiment en roue libre au total. On se rend quand même bien compte à quel point l'ONU est en réalité un instrument du colonialisme, comme en fait ce qu'il a toujours été à la fin. Mais bon, tu ne peux pas t'exprimer exactement sur ce sujet car tu es parfaitement neutre. Et... Ouais, non, mais alors là, non, au contraire, pour le droit international, heureusement qu'il y a des agents de l'État français qui sont encore là pour dire qu'il faut le respecter. Moi, ma take sur le droit international, elle est simple, c'est que c'est une illusion depuis le début, en fait. Ouais. C'est un fantasme, c'est une illusion. Ça n'a jamais vraiment été appliqué, et sauf clairement pour des pays qui sont pas occidentaux ou dans de très rares cas. Et aujourd'hui, le droit international, déjà de base, pour le camp impérialiste, il n'est pas respecté, que ça soit au bord de la Méditerranée ou en Amérique du Nord. Le droit international, les gens
faut faire le deuil d'un truc qui en fait a jamais vraiment existé. Donc faut partir déjà de là, même si on va essayer de quand même baser nos propos là-dessus parce que ça reste on est du camp progressiste et donc nous on veut ordonner le monde de façon à ce que les gens se respectent entre eux, mais Ouais. partons déjà de ce principe-là que de toute manière on est sur des puissances qui ont un tel poids diplomatique qui font que le droit international n'a aucune emprise sur ces États. Donc je pense évidemment donc aux États-Unis, hein, Mais en mais fait, pour moi, ça notamment rappelle un sur truc un peu fondamental de rapport de force. Genre, à la fin, au bout du bout, le droit international, ça a toujours été une manière d'entériner un certain rapport de force sur le papier. À savoir, il y a 5 superpuissances qui font la loi. Et aujourd'hui, que la situation géopolitique, elle a un peu évolué, bah en fait, ces institutions-là, elles sautent parce qu'elles n'ont jamais servi qu'à être descriptives et elles décrivent pas juste ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le rapport de force actuel de cette puissance-là impérialiste. Enfin, moi, c'est comme ça en tout cas que je le perçois. C'est de là que vient, on va dire, cette espèce d'hypocrisie de. En fait, l'ONU, ça a été créé aussi à un instant T, à une certaine époque, à savoir la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un certain objectif, et ça a cristallisé les rapports de force d'une époque qui sont plus les rapports de force d'aujourd'hui, où on retombe en fait dans une période de militarisation à grande échelle, on retourne en fait sur une époque où, en gros, concrètement, même des dièses à base de routes commerciales en fait seront partiellement sécurisées par l'armée. Une période ouais comment dire où se rigidifie nos rapports à l'international, je pense. Ouais, ouais, tout à fait. De toute façon, il y a un trope effectivement sur ce côté-là. Mais par contre, le droit international, il évolue. Moi, je te propose de commencer par le début chronologique avec l'interception des bateaux. Dans quel cadre ça se fait, si Vas-y. si ça te va. Donc, rappelons que les navires de la flottille ont été quasiment systématiquement interceptés bien au-delà du domaine de compétence de l'État d'Israël. Là, la dernière fois, ça s'est fait au sud de Chypre, donc on est à des centaines de milles marins, à des centaines de kilomètres. Euh, et donc, qu'est-ce qui va régir le droit international de la mer? C'est une convention qu'on appelle la Convention de Montego Bay de 1982. Euh, et donc, c'est une convention qui va notamment établir quelles sont les différentes zones qui existent dans la mer. Comme on a fait des frontières, c'est des traits imaginaires sur la Terre, on a fait des traits imaginaires dans l'eau. Et donc, on a dit, bon, bah voilà, sur telle distance à partir des côtes, un État peut faire telle chose à telle compétence. Donc, typiquement, la loi de ton pays, elle peut s'appliquer sur l'eau, sur une bande large de 12 000 marins, ça fait à peu près 23 kilomètres. Et ça, en fait, la loi de ton pays, elle s'applique dans cette zone qu'on va appeler les eaux territoriales. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà entendu parler de ça, des eaux territoriales d'un pays. Donc ça, c'est 12 000 marins, 22-23 kilomètres, c'est pas grand-chose. On va avoir une extension d'une partie de ces droits-là sur ce qu'on va appeler une zone contiguë, je vous passe les détails, et après, on a un truc beaucoup plus large, dont on parle beaucoup dans le cadre impérialiste français, qui sont la zone économique exclusive, et là, c'est 200 000 marins, et ça veut dire, tu as un caillou au milieu de l'océan, au hasard Clipperton, au milieu du canal du Mozambique, et 200 000 autour, toutes les ressources naturelles t'appartiennent. Donc forcément, ça aussi, ça fait comment dire, ça entérine effectivement des velléités coloniales maritimes. Et c'est notamment pour ça que la France se targue d'être une nation sur tous les océans, qu'on Tous les tient à garder continents, ouais. la Polynésie française, qui est un tiers du domaine maritime français quand même, et qui fait que notamment on est le deuxième plus grand domaine maritime du monde. Ce qui est un peu Et une donc tout ça dinguerie. pour dire, dans quel cas est-ce qu'on peut intercepter un navire dans les eaux internationales? C'est Quand toi, tu du es coup, en dehors. pour imaginer un petit peu les gens, t'as dit qu'ils se sont fait intercepter au niveau de Chypre, donc si je dis pas de bêtises, c'est là. Ouais, Et donc on est quand même vraiment loin d'Israël. Dans le sens où, comptez le nombre de pays qui sont plus proches de ce point-là. Il y en a genre 15. Donc dites-vous que même si on n'a pas là le schéma avec les petits cercles autour des pays, vous comprenez qu'on n'est pas dans les eaux d'Israël. Genre du tout, du tout, du tout. du tout, du tout. Et on est même loin des eaux grecques, hein.
Là, on est sur une carte à l'échelle littéralement de la moitié de la Méditerranée. On est dans ce qu'on appelle les eaux internationales où la seule loi qui s'applique, c'est ce qu'on va appeler, parce que le truc de je peux tuer quelqu'un dans les eaux internationales, c'est un mensonge. Je suis désolé les gens, la loi s'applique quand même. je, je suis navré. Tous mes plans tombent à l'eau. Ah, donc en fait, il y a la loi s'applique sur les eaux internationales, et c'est ce qu'on va appeler la loi du pavillon. C'est-à-dire que chaque navire est pavillonné, est immatriculé par un pays, et donc c'est la loi de ce pays qui va s'appliquer sur ce navire. Admettons, demain, félicitations, on t'offre un voilier, tu vas à tel endroit, tu immatricules ton voilier, je sais pas moi, à Nantes. Et ben c'est la loi française qui s'appliquera sur ton voilier, même si tu es, je sais pas, au large de l'Argentine. Tu vois. Et donc là, déjà compliqué parce que on a beaucoup de navires de plein de nationalités différentes. Mais c'est pas ça qui compte. Parce qu'il y a quand même un droit international maritime qui permet, dans certains cas très précis, d'arrêter des navires. Et c'est pour des cas très précis, mais super graves. On parle de trafic humain, on parle d'esclavage, on parle de narcotrafic, on parle de trucs voilà, vénères, ou voilà, terrorisme, piraterie, voilà, donc des trucs vénères. Et donc, ce sur quoi joue, c'est dire, ils veulent bloquer, enfin, ils veulent casser mon blocus. Blocus qui n'est pas reconnu par la communauté internationale, ça, encore une fois, on l'a dit. On l'a déjà dit, ouais. Déjà, et donc ils disent oui. Alors, des fois, ils disent, on fait ça parce que c'est du contre-terrorisme. Allez, aller livrer de la bouffe. C'est Ou pratique. sinon, voilà, c'est juste, non, mais en fait, c'est un danger pour mon État, et donc j'arrête ces gens. Non, mais c'est du Sauf qu'en fait, terrorisme. ça, Regarde, il y a BHL un jour où s'est pris une tarte dans la gueule. C'est bien la mais oui, preuve c'est- que la bouffe peut être du pur terrorisme. Bah oui, Par quand on exemple. enfarine Olivier Faure, bien sûr. Et, et donc, eux, ils se basent là-dessus. Sauf que ça compte absolument pas. Et donc, et surtout que il faut, dans des cas comme ça, sauf quand il y a une flagrance où tu vois vraiment des gens en train enfin, de faire de l'esclavage sur un navire ou du trafic humain sur un navire, où il y a vraiment une flagrance, tu ne peux pas intervenir sur un navire d'un autre pays dans les eaux internationales sans l'accord du dit pays. Donc vous imaginez bien qu'Israël n'a pas envoyé 29 télégrammes diplomatiques aux 29 pays pour leur demander non, 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 ils s'en battent les couilles. Ça, il y a 39 pays, les gens. Donc, ils auraient dû demander l'autorisation à 39 pays, concrètement, de pouvoir arrêter les. Ils en ont rien eu à foutre, bien évidemment, les gens. Ils en ont rien eu. Donc évidemment, ça c'est pas fait. Donc non-respect le plus total du droit international sur cet aspect. Maintenant qu'on a dit tout ça, là, je vous ai raconté la Convention de Montego Bay, c'est super. Le droit international, quand même, c'est bien fait. C'est fait pour protéger les gens. Faut savoir que tous les pays du monde n'ont pas signé la convention de Montego Bay. Donc il y a des pays où il n'y a pas la mer, genre le Tadjikistan, le Ça, à la Soudan du limite, Sud. ça s'entend. Ok, ok. Et parmi les pays qui n'ont ni signé ni ratifié la convention de Montego Bay, nous retrouvons les États-Unis d'Amérique et l'État d'Israël. Donc en fait, c'est très, c'est très simple. Alors que l'État palestinien l'a signé. Et ratifié. C'est-à-dire qu'en plus, de toute manière, on ne peut pas leur accuser de ne pas respecter le droit international parce qu'en fait, ils ne le reconnaissent même pas. Donc à partir de là, c'est très simple. Ces gens-là, Donc, c'est pas ces gens-là, illégal. bah, de leur C'est point ça de vue, la ça ne sera grande jamais. question. De notre point de vue, ils respectent pas une convention que nous on a signée, mais vu que eux ils sont jamais engagés à respecter ça, c'est le Texas quoi. Et il y a, Ils font les il y a shérifs. il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit qu'en gros, ce que tu dis concernerait surtout les installations normes et pêche, mais ce serait pas entre des marins et Israël. Donc, si je comprends bien, ce serait pas un truc de civil aussi, ce dont tu parles. Si. C'est pas qu'un truc de marine militaire. Je vous prends un exemple très très simple. Vous avez des navires de garde-côte qui peuvent très bien aller arrêter des narcotrafiquants dans le cadre de ces trucs-là. Bon, souvent c'est des navires de l'armée parce que c'est plus facile, mais un capitaine d'un navire civil qui voit du trafic humain, de l'esclavage se faire sur un navire, il peut se saisir de ce truc-là et, et c'est parti quoi. Donc c'est pas que des installations et c'est pas que envers des navires armés ou en tout cas des navires militaires. Mais bon, de toute façon, C'est- Israël ne le reconnaît pas, quoi qu'il arrive. Mais du coup, en fait, on est dans un flou juridique. Mais complètement. Parce que du coup, ils reconnaissent rien d'autre. Ils ont pas une alternative. Ils ont juste, genre,
pas ratifier cette partie-là du droit international, quoi. Exactement. Donc en fait, eux, si demain ils disent mes eaux territoriales elles s'arrêtent au-dessus de Chypre, bon, ils vont pas le faire parce que sinon il y a plein de pays qui vont dire non, en fait c'est chez moi, calme-toi. Mais en fait, eux, ils ont pas de ligne imaginaire sur l'eau, donc ils font ce qu'ils veulent. Littéralement, ils ont fait le je ne contracte pas et ça a marché, genre. Ah ouais? Ouais. Donc après, par contre, c'est sur les conséquences que ça peut avoir, les traitements humains, voilà, et les éventuels crimes de guerre, et c'est là-dessus que le droit international pourrait s'appliquer. Bon, il y a un mandat d'arrêt, c'est super, et tout le monde s'en Oui, fout. enfin bon, mais Netanyahou, il vole toujours au-dessus de Bah ouais, de notre espace de aérien, notre espace voilà, aérien, hein. il est sans aucun problème, hein, pour le coup. Et il va serrer des paluches à plat de gens, c'est pas vraiment un problème encore, hein. Ah bah non, 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 non. Et ça c'est une folie. Donc déjà, faut partir de ce constat de ils s'en battent tellement les couilles du droit international qu'il y a un certain nombre de textes qu'ils n'ont pas signés. Tout simplement. Voilà, donc finito, hein. Voilà. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et voilà, et puis après ils vont te parler de droits de l'homme, de plus grande démocratie du Moyen-Orient, de ce que tu veux là. Mais non. Donc voilà, et puis de toute Donc façon, de base, enfin, genre, ça tombe bien en vrai parce que c'est un truc qui est bon à rappeler, je trouve, que de dire que l'argument légaliste, quoi qu'il arrive, ça ne fonctionne. ça ne fonctionne pas. De toute façon, vous l'avez bien vu avec toute la critique qu'on a fait de l'institution qui était l'ONU en introduction de capsule, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et de la même façon que bah, pour plein d'autres luttes antiracistes, LGBT, etc., la simple lutte sur le droit, la simple lutte sur la loi ne sera jamais suffisante enfin, contribuera jamais jusqu'au bout à résoudre cette problématique-là. Il faut regarder ça avec un vrai angle anti-impérialiste, et l'anti-impérialisme a toujours critiqué ces institutions-là, quoi, depuis leur existence, en fait. Oui, tout à fait, parce que quand elles avaient encore un pouvoir d'action, elles faisaient au profit des puissances impérialistes. Et aujourd'hui, de toute façon, ce sont des coquilles vides. On a eu le retrait des États-Unis de l'ensemble de ces institutions. Donc, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sous. Alors, à moins que l'Union européenne, je sais pas, se mette à financer l'ordre mondial du droit international des êtres humains, c'est foutu, c'est terminé. C'est plus personne ne veut financer ça, mis à part les Européens. Donc, nous, on fait les grands BA à dire oui. Le tribunal de là, mais plus personne file dessous là-dedans parce que tout le monde s'en va Ouais. les couilles. Oui, bah parce que de toute façon, ça a toujours été. Enfin, comment dire? Ça a toujours été un système qui tenait sur le fait qu'il y avait de la bonne volonté, on va dire, grosso modo, de la part des US et des autres grandes puissances impérialistes. Et puis bon, dès qu'ils ont décidé d'arrêter, ils arrêtent, quoi. Enfin, c'est tout le principe d'avoir un truc pas contraignant aussi, hein. Enfin, Bah, exactement. Et là, de toute façon, depuis quelques années, on assiste au délitement le plus complet de ce qui est resté de tout ça. Quand tu imagines que tu as un pays en Europe qui envahit un autre pays en Europe et que, bon, en vrai, les réactions ne sont pas. Voilà. Quand tu vois ce qui se passe à Gaza, bon, voilà. Quand tu as Maduro qui se fait enlever sans aucun mandat de personne. Voilà, donc faut arrêter. Mais moi, en toute sincérité, je sais pas quel autre modèle proposer à ça. Mais ça me rend très triste. Ça me rend très très bah triste. ouais, ouais. Parce Et que salut les Allemands. c'est un modèle, comment dire, qui est objectivement défectueux, mais qui est un des seuls trucs quand même qui a été tenté, on va dire, ces dernières Exactement, bah années. ouais. Ah ouais. Et donc du coup, voilà, le voir s'effondrer fait qu'on a quand même, même si c'est un système qui nous plaît pas et tout, c'est quand même un truc qui recule, quoi. À la fin, on a quand même un vrai retrait, et on a aussi beaucoup les pays qui se concentrent sur eux-mêmes et sur leur espèce de truc souverainiste. Tout ça, ça n'augure vraiment rien de bon, hein. Là maintenant, l'enjeu, c'est littéralement, mais là, on revient plus de 100 ans en arrière, je dirais même 200 ans parce que c'était déjà le cas à la chute de Napoléon. Maintenant, ce qui compte pour la paix mondiale, c'est l'équilibre des puissances. C'est un truc de fou de devoir se dire ça en 2026, alors qu'on part de... Il y a 80 ans, c'était on se tient tous la main là et le monde va être magnifique. Et Ouais. aujourd'hui, on en vient à dire que le garant de la paix, c'est l'équilibre des puissances. Enfin, tout ça, ce n'est que mon avis géopolitique. Mais de facto, c'est ce qui se passe, puisqu'il n'y a plus rien d'autre qui tient. Donc, C'est très badant, c'est très badant. Dans le chat, quelqu'un relève à juste titre que, en vérité, de toute façon, même s'il y avait eu des histoires de droit, etc., en vrai de vrai, la France est globalement d'accord avec ce qui se passe à Gaza, hein. Genre, il y a plein de pays, de ces fameux pays dont sont des ressortissants de la flottille, où en fait, quoi qu'il arrive, droit signé, droit pas signé, à la fin, ce qui se passe en mer étant ce qui se passe en mer,
les États collaborent. Et justement, on va en venir sur un peu un des cœurs du sujet d'aujourd'hui. Ça se voit notamment quand on a des retours du coup de comment sont traitées les différentes personnes qui ont été interceptées par et ça ne va encore avoir a priori aucune conséquence quoi. Enfin, et donc du coup, voilà, si vous ne le saviez pas, on a eu des vidéos de la part des gens qui ont été interceptés qui ont circulé un peu partout, et c'est seulement à ce moment-là que les médias se sont emparés du sujet, parce que bon, des centaines de milliers d'Arabes qui meurent, vraisemblablement, Bon, c'est pas un problème. Enfin, arabes, perçus arabes, hein, parce que c'est quand même plus compliqué que ça. Euh, exactement. mais par contre, alors là, il y a nos plans sur nos bateaux qui ont été maltraités. C'est du coup, ça a fait le tour du monde. Et donc ça, c'est les images qu'on va vous montrer aujourd'hui, qui sont quand même des images extrêmement choquantes, hein, les gens. Qu'on se mette bien d'accord, hein, c'est quand même vraiment, vraiment pas normal qu'un pays soi-disant allié traite des ressortissants de notre pays de cette façon-là, y compris des gens qui ont des légitimités démocratiques et tout. Hein. Donc, on va regarder ça. Free Palestine! check it. טובה. עבודה טובה. ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית. ככה צריך. זיכוי, כל המטרה כאן זה לראות שאין אנשים בתהליך. ישראל חי. ישראל חי. לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש. Et encore, ça, si je dis pas de bêtises, c'est les images officielles de Israël. Exactement. C'est-à-dire que là, les gens, on a ce que Israël accepte qu'on regarde. Attention. Hein. Oui, parce que le monsieur qu'on voit à la fin, là, c'est Ben Gvir, et c'est un ministre israélien. C'est ça. Et ça, c'est des shoots officiels. C'est-à-dire qu'avant la shitstorm, ils étaient en mode tout va bien. C'est des images de propagande comme les autres. C'est seulement parce qu'il y a eu la réaction internationale que derrière, Netanyahou a retourné un peu sa veste en disant que, soi-disant, ça ne reflétait pas les valeurs israéliennes. Alors, et oui, je suis d'accord avec toi dans le chat où tu dis l'écran de migrants en français c'est pire. Évidemment, les gens, c'est pire. Évidemment, bah, genre c'est difficile à voir, mais la vérité, et ça c'est un truc que j'ai dit, dont on a parlé un peu avec Fernal au début du truc. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que ça soit presque pas pire, dans le sens où on sait comment sont traités les Palestiniens sur place, on sait comment sont traités les migrants dans les camps de rétention administratif. Écoutez les gens, d'habitude c'est encore beaucoup plus violent que ça. Et encore une fois, on rappelle que ça c'est des images qu'ils ont accepté de montrer. Donc là, on a la partie, voilà, d'après qui est acceptable à montrer. Mais vous allez voir qu'on va encore apprendre des trucs. C'est ça qui est fou. C'est que ça, ce qu'on voit, c'est le récit officiel. Je tiens à nuancer un peu quand même le propos sur l'écran. En France, on a quand même un truc qui s'appelle le défenseur des droits et le droit de visite des représentants nationaux. Donc en fait, tu as régulièrement quand même des sénateurs, des députés et des défenseurs des droits qui vont visiter ces endroits et qui vont quand même dénoncer ce qui s'y passe. Par contre, le fait que la puissance politique ne fait qu'on ne change pas ce qui s'y passe, ça, on sera bien tous d'accord, mais dosons légèrement. On peut nuancer, mais après c'est vrai que c'est comme d'habitude, Voilà. hein, mettre un capteur pour avoir des informations que tu n'utilises pas, c'est comme ne pas mettre d'autres capteurs. Enfin, genre. Tout à fait. Tout à fait. On parlait de coquilles vides. Ouais, de ouf. De ouf. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des gens qui dénoncent, hein, mais c'est comme l'ONU. L'ONU, voilà, elle aura beau condamner autant qu'elle veut, si derrière ça n'a aucune conséquence, c'est comme si l'ONU n'existait pas. Enfin. Ouais, il faut de la volonté politique derrière, ça, je suis absolument d'accord. C'est ça. Donc moi je reste quand même sur les crasses, c'est quand même un bel enfer. C'est pas parce qu'il y a une institution qui Évidemment, vient faire des évidemment. contrôles que je vais redescendre mon opinion par rapport à ces putains de camps Ah, c'est des de camps, la tout à mort. fait. Parfois, hein, des gens meurent là-bas. Quelqu'un dans le chat, à juste titre, parle de viol, de trucs qui sont insalubres. Nous-mêmes, en France, et d'ailleurs, il faudra qu'on en reparle ça un peu plus dans une autre capsule. La France, en termes de droits de l'homme, on n'est pas le pays des droits de l'homme. Hein. Genre, il faut vraiment se sortir cette De idée de nos la jours, tête. oui. C'est quand Ouais, même ouais. un d'enfer. Et justement, on est en train de se faire épingler, y compris par des institutions internationales par rapport à ça. Il y a des comptes rendus qui ont été faits, les gens. Avec Écharpe, on vous prépare un sujet là-dessus dans pas longtemps. Vous inquiétez pas, on va en reparler un peu en profondeur. Banger.
Et donc du coup, donc là on a eu du coup ces images-là, beaucoup de gens qui ont fait tourner ces images. Il y a eu beaucoup de commentaires qui ont été faits, et il y a eu quand même une réaction de la part du coup d'Israël, qui basiquement a dit oh là là, c'est inacceptable. Ce qui est fou, c'est que oui, ce que fait son ministre de la Sécurité intérieure ou nationale, je sais pas quoi, là, est tellement grave que même Netanyahou l'a un peu calmé. C'est un truc de fou, quoi. C'est quand même un peu une dinguerie. Mais bon, ça pour dire que ça reste de la big hypocrisie de la part de ce gouvernement, hein, qui en fait, et d'ailleurs ça, au passage, vous allez voir que plus tout le monde est d'accord sur la question du vide, plus ça va être un argument qu'on va commencer à entendre. C'est-à-dire qu'en fait, plus ça devient impossible d'innocenter ou de justifier ce qui se passe là-bas, plus ils vont trouver des coupables. En mode, là pour le moment c'est quelques ministres, ensuite ils vont te dire que oh là là non, en fait c'est que l'extrême droite israélienne qui est un problème. C'est pas vrai, d'accord. La c'est gauche que les brebis galeuses, bien sûr. C'est faux, c'est totalement faux. La gauche israélienne a commis des monstruosités, a signé des monstruosités. C'est pas un problème politique, si vous voulez, c'est pas un problème de champ politique, et c'est pas un problème de qui est au pouvoir en Israël. Le problème c'est-à-dire que c'est un État colonial qui, de par sa structure coloniale, ne peut qu'être violentogène et ne peut que mener à des actes derrière génocidaires, à derrière des actes de crimes contre l'humanité. C'est une conséquence logique. Donc vous allez voir qu'on aura de plus en plus de la part du gouvernement israélien ou de d'autres camps qui sont pas au gouvernement israélien justement, qui vont tenter d'accuser une partie de la politique de ce pays d'être responsable des atrocités, alors que c'est tout le monde. C'est aussi justement, comme on parlait de pays qui collaborent, c'est aussi comment dire c'est aussi le problème des Allemands, c'est aussi le problème des Français, c'est aussi la responsabilité des Anglais. C'est une responsabilité quand même de la part de tout le camp occidental et pas simplement de la méchante extrême droite qui serait par hasard arrivée au pouvoir démocratiquement dans la seule démocratie de je sais pas quoi, tu vois. Au bout d'un moment, faut remettre un petit peu les pendules à l'heure, quoi. Toujours se méfier des gens qui disent l'extrême droite israélienne. Moi, le gouvernement israélien, je peux accepter, mais en vrai, comme tu l'as dit, hein, c'est bien la nature de l'État qui fait que. Ici, pro-solution à un État. Hein, ah ouais, complètement. La solution à deux États, c'est... Enfin, moi, j'ai l'impression quand même que quand on parle de la solution à deux États, in fine, ça ressemble un petit peu à un État d'apartheid. Bah, un peu, quoi. Enfin, de toute façon, encore une fois, il y a et moi même, je trouve que même un état de citoyenneté, c'est bizarre, genre dans le sens où, enfin, au bout d'un moment, pourquoi c'est un état avec ses propres petites règles ségrégationnistes, parce que l'histoire fait que, bah non, en fait, genre, ça devrait être un état comme les autres. Genre. Ouais, faudrait que ce soit comme la Belgique, c'est un état. Mais... Ouais, faudrait qu'ils aient 7 gouvernements qui parlent 7 langues différentes. C'est quand même ça la Belgique, hein. C'est pas moi, c'est pas mon modèle. Oui, c'est vrai que la take était un peu donnée rapidement, t'as peut-être raison. Voilà, c'est sorti de ma tête d'un coup. Jérusalem is the new Bruxelles. Après, bon, voilà, la vérité, si je pousse mon raisonnement jusqu'au bout, je suis pour l'abolition des frontières, etc., etc. Vous connaissez mon opinion sur l'État-nation, les gens. Mais bon, là, on est sur du rapport de force un peu concret. C'est-à-dire que voilà, y a des gens ça sert à rien de dire ça. Genre, ça sert littéralement à rien de dire ça aujourd'hui, là, tout de suite, les gens. Néanmoins, dans les faits, oui, je vois pas pourquoi est-ce que ce serait un État qui aurait une espèce de traitement particulier, parce qu'il y aurait deux gens il y aurait deux populations différentes, comme si j'avais jamais vu ça avant dans un pays, genre deux populations qui cohabitent, tu vois, genre c'est quand même un peu une dinguerie. Mais bref, peut-être on va revenir du coup un petit peu en profondeur justement sur, pour revenir un petit peu quand même sur, ok, on a dit qu'il n'y avait pas le droit international, mais on va revenir un petit peu sur ça après avoir entendu le témoignage quand même de quelqu'un, parce que bon, bah si on a vraiment littéralement aucun recours à vrai ce qu'elle va nous dire, bizarre quand même, bizarre. Donc on va regarder ça tout le monde. Je te laisse me dire, Ferna, si t'as besoin que je mette sur pause à des moments ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un petit témoignage qu'il y a eu qu'on a trouvé sur France Info. Pareil, s'il y a des gens un peu sensibles, vous allez voir, la dame est chamboulée de toute façon. Faut savoir que moi, je n'ai pas eu le temps de le voir encore, ce truc-là. Donc là, je le découvre en même temps que vous. Je me permets, Myriam, de vous interrompre un instant, parce que les mots que vous avez sont des mots forts. Ce sont aussi des accusations qui sont très importantes. Oui. C'est pour ça que c'est
C'est important aussi qu'on s'arrête ensemble. Et je sais que quand on est victime, c'est très difficile de revenir sur ces moments. Donc à tout moment, vous avez le droit de dire que c'est compliqué pour vous. Lorsque vous rentrez un par un dans ce hangar, vous dites que vous êtes violenté et torturé, et parfois aussi agressé sexuellement. Ces violences, elles sont physiques, on vous frappe. Oui. Vous avez été vous-même battu. J'ai été battue et agressée sexuellement. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Quand je suis rentrée dans cet hangar, un soldat me fait rentrer. Ils ont cette prise de vous mettre le bras comme ça et de vous baisser la tête. Je vois un de mes camarades par terre, avec le pantalon baissé, mais encore le caleçon. Et puis, il y a un autre soldat en face qui fait « Hey !» Et on m'avance. Et là, la première chose qu'il fait, c'est venir me palper la poitrine. Ensuite, j'entendais me dire « Come with me ». Ça, c'est un truc de n'importe quel... dans n'importe quel état... voilà. Enfin, il y a un petit respect du genre, quoi. Tu fais palper quelqu'un qui se genre au féminin par quelqu'un qui se genre au féminin, quoi. A priori, c'est la base. ça devrait être la base. Parce que sinon, c'est juste générateur de violences sexuelles. Hein. Enfin, genre, Mais exactement. Donc, même ce truc-là du respect, ces gens sont déshumanisés, on en est à ce niveau-là. Hein. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on a même directement un exemple dans le chat de quelqu'un qui déshumanise sans aucun problème ces gens-là. C'est-à-dire que quelqu'un quand même qui est sioniste dans le chat, qui entend parler d'un témoignage d'agression sexuelle, son premier réflexe, c'est de dire que c'est de la mise en scène. En disant oh là là, comme par hasard c'est filmé. Je tiens encore une fois à rappeler que ce sont les images officielles qu'on voit derrière quand même. Donc c'est peut-être un peu bizarre comme accusation. Mais bref, reste dans ta haine. Nous on va continuer à écouter cette brave dame. Come with me, ils avaient ce sadisme. Et puis ça va aller, respirez. Vous avez le droit d'avoir ces émotions. Vous êtes sur ce plateau, vous êtes en sécurité ce soir, vous êtes à nos côtés. J'ai trop la journaliste. Donc, je prends un premier coup, des claques qui vous assomment, qui vous voyez 36 chandelles. Sur le visage? Sur le visage, derrière la tête. Tout se passe au niveau de la tête. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me décaler parce que quand il me disait « come with me », bien évidemment, je n'étais pas consentante, je ne voulais pas le suivre parce que je comprenais ce qui était en train de se passer. Et j'ai juste eu terriblement peur de me faire violer. Je me suis mise un peu plus sur le côté dos au container. Et continuer à me toucher. Et puis un autre est arrivé et là, j'aperçois leur silhouette parce que le troisième soldat était en train de torturer mon camarade au sol avec un taser. Et à ce moment-là, il lui propose le taser pour moi. Et je disais non. J'avais envie de dire « I'm just a woman », mais je ne pouvais pas trop m'exprimer parce que pendant la formation, on nous disait de vraiment rester non-violent et d'essayer de ne pas montrer que ce qu'ils nous font nous impacte. La formation avant voilà. Partier. Oui, parce qu'ils aiment ça et c'est pire après. Et j'aperçois la silhouette de ces deux soldats, surtout celui de droite, qui c'était deux hommes qui faisaient peut-être 3 fois ma taille, 6 fois mon poids. Je pouvais rien contre eux. J'aurais rien pu faire de toute façon. Et il a refusé le taser. Et là, je me dis, avec le recul, c'est parce que justement, il a vu ma petite taille. Et il m'a attrapée donc par les cheveux. Et il a commencé à me frapper sur la tête pendant que l'autre me tirait la poitrine, le pantalon. Et j'entends un moment « show me your face » parce que j'essayais de me protéger un minimum. Et tout doucement, j'essayais de m'écarter comme je pouvais parce que j'étais sonnée. Et un des deux, celui qui était à ma gauche, à un moment, ouvre la porte de ce container. Je rappelle aussi au passage, tout le monde, qu'on a vu les blessures des différentes personnes qui ont subi ce genre de traitement. Il n'y a pas il y a vraiment zéro doute sur ce que cette dame elle raconte. Tout est corroboré. Je vois la faisceau d'indices qui est suffisant pour effectivement caractériser ce qui se passe là-bas. Tout à fait. Il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de faux témoignages. C'est là, on est dans le lourd réel, malheureusement. Et ce que j'aperçois surtout sur le sol, parce que je ne lève pas la tête, c'est des taches de sang. Et j'avais peur de sortir. J'avais peur d'avancer parce que je m'imaginais qu'il y en avait encore plein d'autres qui m'attendaient derrière. Et je me suis repris à nouveau une claque assourdissante. Je suis sortie du hangar et c'est un camarade
qui avait navigué avec moi, qui m'a reconnue et qui est venu à ma rencontre. J'ai tout de suite exprimé ce qui s'était passé. J'ai exprimé que j'avais eu terriblement peur de me faire violer, que j'avais vraiment cru qu'à ce moment-là, j'allais me faire violer. Et je suis restée en état de choc plus d'une journée et demie dans cette prison. Et pareil, je tiens aussi à rappeler au passage que l'utilisation du viol comme arme de guerre, c'est pas nouveau. C'est vraiment une pratique qui existe depuis quasiment la guerre et qui est, entre autres, on le sait, car c'est également documenté, pratiquée de façon quasi systématique et structurelle par l'armée israélienne. On le sait. Ça a été documenté, ça a été filmé. On le sait que dans l'armée israélienne, l'utilisation du viol comme arme de guerre, c'est monnaie courante. Oui, tout à fait. Et c'est notamment un des chefs d'accusation qui font que ils sont accusés de crimes de guerre. Et là, pour le coup, c'est tellement caractérisé que qu'ils ont rien à dire, quoi. Mais ça se fait dans quasiment tous les conflits armés, malheureusement. On parle parfois du Soudan et du Congo, c'est quasi systématique également là-bas. C'est ignoble. C'est ça. On a été traités comme des animaux. On nous a dévêtus, on nous a retiré nos vêtements chauds. On avait 3 containers dans lesquels on était entassés pour dormir à même le sol. Un sol qui était tantôt en métal et tantôt en bois qui s'effritait. Donc il y avait plein d'échardes. Et je voyais, on entendait dans ce container, cette chambre noire, nos camarades à hurler parce qu'ils étaient en train de se faire fracasser. Ils se présentaient des fractures au niveau du nez, au niveau de l'arcade, des brûlures sur le corps, des hématomes partout. On a laissé 2 camarades à l'hôpital d'Istanbul. On voit sur les images, on le voit, de toute façon, les preuves sont là. Ouais. Mais que fait la France? Bah, le minimum syndical. Bah, C'est-à-dire rapatrier. Ouais, juste le rapatriement des ressortissants et c'est tout, quoi. Et oui, elle est très forte, hein, bravo à elle. Ouais, déjà, grosse force à elle et à tous les gens de la flottille. Et ça fait, ça fait d'autant plus. Enfin, c'est encore une fois, genre, quand tu relativises en plus sur le fait que ça, c'est une fraction de ce que vivent les Palestiniens, ça te fait quand même redescendre un peu sur terre, quoi. Ça te fait quand même redescendre carrément. un peu sur terre. Et ces gens sont tellement dans une forme de haine totale juste de la question palestinienne, c'est qu'ils déshumanisent également les soutiens de la cause israélienne, de la cause palestinienne, pardon. Donc c'est un truc de fou, quoi. Alors peut-être parce que cette dame-là, elle est raciste arabe, ça fait que y a un truc en plus. Mais je crois que Greta Thunberg, elle s'était fait frapper. Enfin, de toute façon, ils se font tous frapper. C'est un truc de. Et je trouve que ouais, la déshumanisation atteint un niveau assez dingue parce qu'elle est appliquée à la fois sur la population qui est colonisée en cours d'extermination et également sur leur soutien. Mais bon, voilà, on condamne, on fait des petits communiqués de presse. Voilà, il y a Jean-Noël Barrot qui dit que oh là là. Mais bon, ils se mettent en danger. Des conséquences. Non, bah non, on continue tranquillement. Il y a un truc dont je parle souvent, et qui est proposé par une partie du camp progressiste, c'est l'arrêt des accords commerciaux et un certain nombre d'accords commerciaux très précis, notamment sur l'armement. Donc vous le savez, on ne vend pas des armes stricto sensu, mais par contre on vend des composants qui permettent de faire des armes ou des systèmes de défense. Encore une fois, hein, je vous rappelle, par là-bas, genre vraiment à quelques centaines de mètres par là-bas, il y a des gens qui fabriquent les puces qui sont dans les drones israéliens qui servent à automatiquement cibler des humains. À Grenoble, voilà, je vous le dis. Moi, c'est genre à quelques centaines de mètres de là où je suis, où ce genre de choses elles sont faites. Et si vous habitez à Paris, il y a un article de Disclose qui peut vous montrer très précisément aussi où est le bâtiment des gens qui fabriquent les petites ailes qu'on met sur les missiles qui frappent des écoles. Mais la position officielle, oui, Thalès, n'en parlons pas, bah, JB de Brest. Hein. Le discours officiel, c'est que ça ne sert qu'au système d'autodéfense. Donc, Sauf qu'ils se défendent apparemment, Israël. Je crois que c'est ça leur excuse. Bah oui, genre le génocide, c'est de la défense. Bah oui, Donc... la défense même contre les petits-enfants. Et il y a un truc qu'on oublie souvent dans ce discours-là, et moi j'aimerais qu'on en parle beaucoup plus, c'est que, allons-y, je me fais l'avocat du diable, stricto sensu, on ne vend pas d'armes à Israël, mais par contre, on en achète. Et ça, personne n'en parle. Ouais. On achète des armes et des munitions à Israël, personne n'en parle. C'est-à-dire qu'en plus, là, beaucoup de sécurité, de sécurité intérieure
beaucoup de logiciels de sécurité intérieure. C'est eux qui sont Mais- vraiment champions sur la cybersécurité, ce qui est en fait juste du hacking légal la plupart du temps. Bien sûr. Donc oui, on commerce beaucoup avec ce pôle technologique de la répression, hein, les gens, parce que c'est ça aussi. Hein, c'est comment dire, c'est un terrain d'essai pour plein de nouvelles armes, pour plein de nouvelles méthodes contre les insurrections, de guerre anti-subversive et tout. Enfin, comme à l'époque, l'Algérie l'était non seulement pour la France, mais pour le reste du monde aussi, quoi. Exactement. Et pour reprendre, il y a un débat qui a eu lieu il y a une dizaine de jours à l'Assemblée nationale sur la loi de programmation militaire. Il y a une des propositions de la France Insoumise avec lequel j'ai absolument aucun lien puisque j'ai été candidat aux élections municipales pour eux. Il y a une des propositions de la France Insoumise qui dit bah nous on veut refaire notamment des usines de munitions en France. Alors je pense que personne ici n'a envie qu'on construise des munitions en France, mais en fait ça permettrait notamment une indépendance sur les munitions et sur les armements, parce qu'aujourd'hui, les cartouches qu'il y a dans les fusils d'assaut allemands, d'ailleurs, puisque les fusils d'assaut de France maintenant sont allemands, toutes les cartouches d'armes d'infanterie aujourd'hui sont fabriquées en... Enfin, moi, ça fait 14 ans que je suis marin, 14 ans que régulièrement je vais au stand de tir, machin truc. Toutes les munitions que j'ai tirées de ma vie ont été construites en... C'est une folie. C'est une dinguerie quand même. C'est une folie. On n'a pas d'usine qui fait des cartouches pour les fusils d'assaut en France. Donc, ok, on est d'accord, in fine pacifisme, machin truc, mais pour moi, déjà, il y a une étape intermédiaire qui est déjà indépendance pour pas leur filer de l'argent tout le temps, en fait, à ces gens-là. Donc, je savais pas du tout. Je l'apprends là, cette info. Moi, je ne savais absolument pas parce que moi, je suis plus. J'avoue que ça m'intéresse très peu, hein, les dièses de munitions et tout, mais je pourrais rejoindre facilement l'idée que dépendre d'autres pays, d'autres forces impérialistes au niveau de la défense, c'est un très bon moyen de nous créer des intérêts communs, occidentaux, qui fait qu'on peut pas, on est obligé de faire bloc ensemble, quoi. Et donc avec un pays solidaire. C'est entre autres, je pense, ça la racine de ce qui est dit là par rapport à ça. Mais bien sûr. Pour répondre à Trojan, oui, c'est du HK416 fusil allemand. Et c'est mon antimilitarisme a été trigger. Non, mais moi aussi, vous inquiétez pas. Non, mais il faut savoir. Moi-même, j'entends ça, je suis en mode genre, oula. Mais bon. Mais moi, je suis jusqu'au bout. C'est ça. Mais moi, je suis ok pour qu'on prenne par ma gauche et je fais partie des gens, forcément à cause de mon métier, qui pensent que à gauche, on ne pense pas assez la chose militaire et que faut la penser. Faut continuer à la penser. Par contre, je suis d'accord, mais il faut pas devenir Usul non plus. Exactement. Moi, j'ai une tech un peu différente, même si je vais être plus proche de lui que je l'imagine de vous. Mais oui, Usul, il va trop loin là-dessus, on est bien d'accord. Mais il faut repenser la chose militaire. Vous savez, il y a un mec qui était très très à gauche, qui a très très bien repensé la chose militaire. Il s'appelle Jean Jaurès. Il a écrit un bouquin qui s'appelle L'Armée Nouvelle. Donc en fait, moi, je pense à Thomas Sankara aussi, en termes de référence de gauchistes révolutionnaires. Qui ont pris les armes et qui ont réfléchi ce truc-là jusqu'au bout. Moi, la première fois où j'ai entendu un truc vraiment de gauche sur le fait de prendre les armes, c'est quand je me suis intéressé à... J'imagine que ça existait avant, hein, mais moi, en tout cas, à titre personnel, c'était quand j'ai vraiment étudié en profondeur la question de Thomas Sankara et comment est-ce qu'ils se sont organisés en tant que tel, pour non seulement reprendre le pouvoir au Burkina Faso, et pour lutter contre Daesh aussi, parce qu'en vrai, il y avait les deux. Genre, le moment où Thomas Sankara a pris le pouvoir... Traoré, là, récemment, il a repris le pouvoir au Burkina Faso, c'est parce que, justement, la France ne donnait pas, pour le coup, de matériel militaire adéquat aux Burkinabés, ce qui fait que, du coup, concrètement, les Burkinabés se sont fait pogner la gueule par Daesh, qui était technologiquement incroyablement supérieur à eux. Et du coup, ils étaient en train de perdre littéralement parce que la France, dans ses intérêts coloniaux, a décidé de finalement pas tant que ça militariser ce camp-là, ce qui concrètement derrière a mené donc à une reprise de pouvoir relativement autoritaire de la part de Traoré, et donc aussi à derrière d'autres. Enfin bref, tout le truc sur Sankara et Traoré, j'en ai fait des vidéos, les gens, si ça vous intéresse, c'est des vidéos qui sont passées complètement inaperçues. Je pense que l'algorithme déteste ce genre de sujet, mais n'hésitez pas à aller checker ça. Pour le coup, j'en ai vraiment parlé en profondeur de cette vision vraiment gauchiste que tu peux avoir sur le fait de, parfois, faut prendre des armes, en fait, les gens. À la gauche, on a réfléchi déjà beaucoup la guérilla et ce genre de questions. Donc, du coup, n'hésitez pas à aller checker ça. Genre, il y a
il y a des visions en fait de comment est-ce que on pratique la guerre hein, concrètement, qui sont de gauche et des façons qui sont de droite. Hein. Genre, Ouais, il y a quelqu'un qui dit l'armée comme outil révolutionnaire. N'oublions pas, on reprend un exemple ultra cliché, Sankara ultra basé, exemple ultra cliché, Cuba. Hein. Exemple l'armée ultra- rouge, L'armée rouge. L'armée putain rouge. d'armée rouge. L'armée rouge. Enfin, moi, Je- vous savez, je je suis pas vois. la plus grosse bandeuse de Staline sur Terre, certainement pas. Il n'empêche que l'armée rouge, ça a quand même bien permis de virer le tsar, quoi, au bout d'un moment. En tout cas, Donc, les armées blanches, tout à fait, ouais. Mais voilà, faut repenser ça. Je vous renvoie, je me permets de faire une petite promo en plus pour les copains qu'on aime bien ici, vers les 2 entretiens que j'ai fait chez Ribot, de Ribot dans la sauce, et chez Louise Billan, Ouais, Journal Journal Louise de chez Espace. Voilà, si vous voulez avoir un peu mon avis sur ces questions-là, un peu plus en profondeur, je vous renvoie là-dessus. Et je vais écrire un article dans un journal de gauchiste aussi, qui s'appelle littéralement L'armée et la gauche. Donc voilà. Et c'est quelque chose qu'on peut penser, il faut un peu déjà il faut que l'armée sorte de ses clichés sur la gauche, et je pense qu'il faut que la gauche sorte de ses clichés sur l'armée, parce que malheureusement c'est une question qui est très Je suis malheureusement. assez d'accord. Moi inévitable. j'essaye de mener ce combat-là sur des questions où je trouve aussi que la gauche est trop faible, genre l'immigration typiquement. Genre j'ai l'impression que la gauche, c'est soit on fait un truc de bonne valeur en mode un peu black blanc beurre, soit on fait la même politique que la droite. Au lieu de proposer des vraies politiques antiracistes en mode il faut juste régulariser massivement tous les sans-papiers, tu vois, faire des vraies propositions concrètes, matérielles par rapport à ça. Ouais, c'est un truc sur lequel je lutte parce que, en fait, parfois, quand t'entends des droitards qui disent qu'on est nul à chier sur l'immigration, je suis un peu d'accord. On n'est pas assez pro-immigration. Genre, on n'est pas assez all-in là-dedans. On n'est pas assez internationaliste, je trouve, dans notre façon de percevoir ça à gauche. Y compris aussi sur la question de la sécurité intérieure. Genre, la sécurité intérieure, effectivement, je trouve qu'à gauche, on n'a pas de surtout dans la gauche institutionnelle, on n'a pas de bons discours sur ça. Genre, en fait, il faut dire aux gens, il faut le dire que armer les flics, c'est de l'insécurité. Moi, je me sens de moins en moins en sécurité. Plus il y a de flics armés, plus ça a des chances de partir en couille, plus ça fait de l'escalade. En fait, il faut avoir un vrai discours sur la sécurité intérieure et pas dire aux gens genre il faut désarmer les policiers parce que oh là là c'est terrible, c'est très très mal. Il faut désarmer les policiers parce qu'en fait ça crée de l'insécurité, ça crée de la violence genre. Et il faut qu'on ait des discours sur ça, il faut qu'on en soit capable. Et c'est vrai que moi j'avoue que je vais regarder ce que tu fais dans ta parole parce que j'aimerais pouvoir avoir un discours de gauche aussi vraiment radicalement de gauche sur des questions où on est nul à chier, genre l'armée. Parce que je pense que c'est important. Je me marre depuis tout à l'heure, on digresse un peu, mais on se fait plaisir. Parce que toi, ta question sur l'armée, c'est est-ce que on arme la police ou pas? Alors que voilà, j'ai fait C'est pas campagne sur à l'armée, Brest. moi c'est sur la police. Sur la police, pardon. J'ai fait campagne à Brest, qui était jusqu'à C'est très le récemment dernier millième la seule ville de France de plus de 100 000 habitants qui n'avait pas de police municipale. Donc, Ah non, il y avait Grenoble aussi. Il y avait- Ah non, on revendique ça depuis super longtemps qu'on est une des seules polices municipales pas armées. Hein. Attends, mais nous, c'est encore plus, on n'a pas de police municipale. Oh waouh, c'est tellement mieux. Donc c'est ouf, mais malheureusement la ville est tombée à droite, donc va y en avoir une. Ouais, Mais on ok. était le dernier bastion de ville qui n'avait pas de police municipale, voilà. Donc Shit, putain, alors. ouais, c'était stylé. Parce que Mais ça sert à enfin, rien. bon, ça pour dire que, Enfin, du coup, oui, sur ces questions-là, en fait, il faut voir où est-ce qu'on a du discours un peu faible aussi, je trouve. Et c'est vrai qu'il y a plein de sujets. En fait, moi, j'ai l'impression que parfois, dans la tête des gens, il y a des sujets de gauche et des sujets de droite. Genre, la sécurité, Exactement, ce serait un sujet de droite, alors que la sécu, ce serait un sujet de gauche. Sauf que non, il y a une vision de gauche de ce que doit être la sécu, une vision de droite de ce que doit être la sécu, à savoir qu'elle n'existe pas. Il y a une vision de gauche de ce que doit être l'école, il y a une vision de droite de ce que doit être l'école, il y a une vision de gauche de ce que doit être l'armée, il y a une vision de droite de ce que doit être l'armée, etc., 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 en fait. Genre, c'est tout le principe d'avoir, comment dire, en fait, une structure politique qui permet de tout réfléchir, en fait. C'est ça, le principe du marxisme. Exactement. Et voilà, de toute façon, oui, comme tu dis, et t'as des questions. Ouais, je trouve ça trop bizarre qu'on s'accapare pas un certain nombre de trucs. Moi je trouve pas ça bizarre parce que franchement moi du coup encore une fois je m'y connais rien et justement c'est pour ça aussi c'est cool qu'on échange sur cette question là. Moi je suis pas encore formé sur qu'est-ce qu'on devrait défendre à la gauche radicale voire à l'extrême gauche concernant l'armée. Parce que en fait j'entends des discours que je trouve assez hors sol un peu souvent quand même autour de ces questions là et j'aimerais bien pouvoir un peu plus me former sur ces sujets là et merde je sais plus où je voulais en venir.
Désolé, je suis complètement Formez-vous, ouais. hyperactif. Résultat des courses, formez-vous. C'est ça, formez-vous formez- sur ces questions-là. Moi, je vais essayer de faire un petit travail autour de ces questions-là dans les semaines qui suivent. Ça me semble être nécessaire. Parce que l'immigration, en vrai, c'est vrai que pour le coup, j'ai tellement pas de data, mis à part dire ça bénéficie au pays. Enfin, tu vois, c'est le truc un peu En fait, discours. il faut déjà pour moi, ça c'est un discours qu'il faut casser. Parce que déjà de base, avoir un discours utilitariste en mode ça reste déshumanisant, tu vois, genre dans le sens où tu considères les gens que par rapport à ce qu'ils peuvent t'apporter. Ouais, ça fait, Alors hein. que la vérité, genre, c'est vrai, en plus, c'est vrai que tu vois, genre, l'immigration fait du bien à l'économie techniquement, mais ça devrait pas être notre moteur. Genre, ça devrait pas être Ouais, ça tout à fait. qui nous Ouais, motive, t'as raison. quoi. Mais non, enfin, moi, c'est surtout sur des questions très concrètes d'anti-impérialisme, des questions très concrètes de comment est-ce qu'on traite les sans-papiers. Enfin, les deux des sujets centraux concernant le racisme en France, c'est les violences policières et les sans-papiers, en fait. Genre, c'est deux sujets qui sont à prendre à bras le corps quand on est à gauche, et il faut qu'on soit capable de pas juste faire ouin c'est mal les violences policières, mais comprendre d'où est-ce qu'elles viennent et comment est-ce qu'on les supprime, et donc proposer concrètement comment est-ce qu'on les supprime, et ensuite comment est-ce qu'on règle la question des sans-papiers, à savoir mettre fin à ce système d'apartheid en fait. Désolé, hein, mais c'est encore un système d'apartheid si on regarde bien. Genre les gens qui n'ont pas de papier, ils n'ont pas les mêmes droits que nous. C'est-à-dire qu'il y a deux catégories de citoyens. T'as l'époque d'Athènes avec les citoyens et les pas citoyens. C'est la même chose en fait. Genre il faut qu'on mette fin à ce système. Genre c'est tout. Il y a un nouveau statut de l'indigénat en France. Ça s'appelle être au QTF, c'est tout. Genre c'est des trucs tu vois qu'il faut être capable de dire. C'est ça, la préférence nationale existe déjà. Bref. Pour en revenir un petit peu à quand même le cœur de la discussion, on s'est un peu perdu autour de du coup la question de la flottille de Gaza. Là du coup on a eu ce témoignage donc de la part d'une militante Myriam Adjal qui nous a raconté comment s'était passé du coup l'interception. Donc on a eu déjà les images officielles d'Israël qui étaient déjà choquantes, mais ensuite quand on apprend ce qui s'est passé dans les trucs qu'ils ont même pas voulu nous montrer, juste on pète un plomb. Et donc moi, ma grande question que je me pose, et elle est sincère, j'ai pas la réponse, c'est certes, ok, d'accord, il n'a pas signé des traités internationaux de con sur les eaux internationales. Mais là, au-delà de intercepter le bateau, ils ont torturé des Français. Genre, il y a quand même quand t'as pas signé le traité maritime de je sais pas quoi, on devrait quand même avoir quelque chose à faire par rapport à ça, non? Et je pose la question sincèrement. Ça s'est fait sur leur territoire. Donc déjà, il y a tout un pan du droit qui c'est à eux de l'appliquer et ils vont pas le faire. Ok. Donc là, la justice interpersonnelle, c'est très très compliqué. Il y a le truc diplomatique classique de étape 1, j'ai envie de dire, qu'on fait même pas, c'est rappeler l'ambassadeur, quoi, juste pour dire vous faites les cons. On ne le fait même pas. C'est-à-dire qu'on continue d'avoir des rapports diplomatiques avec des gens. Attends, mais il y a encore un ambassadeur français déjà? Ah oui, 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 oui. Ah ouais, ok. Ouais, je sais pas, moi, quand il y a eu les trucs internationaux, je me suis dit que à minima, les ambassadeurs, c'est un autre truc. Enfin, je sais pas, genre, je suis vraiment pas formé sur ces Ah ouais? questions-là. Mais non, mais je te fais confiance, hein, à mon J'ai avis, un doute, ça m'étonnerait pas pour du moi, tout. C'est juste que je trouve ça un peu ouf. C'est juste que je trouve ça un peu ouf. Genre, il y a des mandats d'intérêt international pour le président du pays et il y a encore un ambassadeur à nous qui le check tous les jours, quoi. Enfin, c'est bizarre. je crois bien, hein. C'est quand même un peu particulier, quoi. Bah ouais, l'ambassadeur d'Israël en France, voilà, il est toujours en France. Et l'inverse également. Eh ben, super. Voilà. Et qui a dit il faut rappeler l'ambassadeur de France en Ah bah tiens, la France Insoumise, Éric Coquerel. Comme de par hasard. Comme de par hasard. Donc non, donc on continue de discuter entre États, tranquille, alors qu'on sait pertinemment ce qu'ils font à nos ressortissants, quoi. Donc justice interpersonnelle très très difficile, parce qu'en fait, déjà, cette dame qui a subi des violences, elle va porter plainte contre qui? Elle sait pas quel est le nom du soldat, elle va porter plainte contre l'institution, elle va se défendre forcément, elle peut pas le faire avec la justice française, parce que c'est un bordel, donc en fait... En fait, là, il faudrait une vraie condamnation de la part de notre État. Oui. Contre Oui. l'État israélien, en fait, parce que Exactement. c'est pas de la C'est justice la seule chose à interpersonnelle. Ce faire. qui s'est passé là, c'est pas de l'interpersonnel. Genre, ça changerait. Et de toute façon, genre, ça changerait quoi que cette meuf puisse porter plainte contre le soldat qui lui a fait ça? Bah ouais. C'était clairement structurel. C'était clairement genre l'ensemble des soldats qui Bien ont sûr. participé à ce truc-là. Le ministre là des Finances qui s'est mis en scène. C'est tout le monde en fait. Mais bien sûr. Et là, c'est toute une institution même. C'est toute une institution qui a merdé. Alors mettre en cause Tzahal, waouh. Bah bon courage. Hein. Bah, parce C'est qu'en pour fait, ça moi la question que je me pose, c'est qu'autant en France, on est des lâches qui n'avons pas de couilles. Ça, je veux bien Macron quoi. Mais il y a des pays genre l'Espagne par exemple. Est-ce que Ouais. l'Espagne pourrait faire quelque chose, tu penses? Genre l'Espagne qui, c'est les gens, je rappelle, est de gauche actuellement, a condamné
a vraiment fait des vraies mesures pour le coup contre la colonisation. Enfin, l'Espagne se bouge quand même beaucoup plus son huc que nous. Ouais, complètement, très courageux, mais c'est pareil si l'Espagne part toute seule là-dessus. Alors, il y a un autre pays européen qui est en train de quand même devenir également à la pointe des droits palestiniens, et c'est très paradoxal, c'est l'Italie. Ah ouais? Bah attends, l'Italie, ils sont Ouais. fascistes en ce moment, genre, Oui, Giorgia ils Meloni sont- qui est au pouvoir. Exactement, mais en fait, il y a une telle pression propale dans son propre pays qu'ils sont en train de changer la politique nationale sur la question. C'est une folie. C'est un truc, mais oui, ça paraît contre-intuitif parce que, effectivement, Ah ouais, mais ouais, néo-impérialiste, j'avoue, je machin. le suis vraiment sur le huc. Et bah ouais, les Italiens, les dockers italiens, voilà, comme on dit, qui bloquent les ports à balles. Et en fait, il y a un tel mouvement social pro-palestinien que Meloni, elle est obligée de changer son fusil d'épaule Bah, sur la écoutez, question. moi, je vais faire mon nanar de base, mais c'est là que tu vois que les élections, c'est pas l'alpha et l'oméga de la politique, quoi. Enfin, désolé, mais là, c'est assez transparent à quel point, en fait, il y a aussi l'organisation collective, le rapport de force qu'on peut avoir avec notre État, même un État fasciste qui peut permettre de faire vraiment bouger des lignes, quoi. Enfin, Ouais, ouais, carrément. Regardez, quand il y a eu la mobilisation de c'est nos pas faux, il y a dockers. quelqu'un qui dit, ça se trouve, la meuf Oui. est antisémite. C'est vrai, c'est vrai, si c'est la meuf revendique Mussolini, donc il y a un monde. N'oublions pas que les vrais antisémites, ça reste l'extrême droite, donc c'est tout à fait cohérent qu'il y ait ce trope-là. Mais ouais, nous, ça avait fait pas mal parler hein, quand t'avais les dockers marseillais qui avaient bloqué le chargement justement d'un certain nombre de pièces d'armes. Enfin, l'action, le militantisme, l'activisme. Et c'est important, quoi. Ça fonctionne. Et là, on voit vraiment en Italie le fait qu'il y ait des actions, qu'il y ait des gens dans la rue. Ça a changé, hein. Donc, si des Italiens qui sont quand même dans un des pays les plus rétrogrades d'Europe arrivent, désolé, j'ai un problème avec l'Italie, arrivent à convaincre leur gouvernement fasciste de se bouger le cul, tout le monde, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je pense que c'est limite une bonne conclusion à la discussion d'aujourd'hui, quoi. De ouf, de ouf. Enfin, là, Comme de toute façon, d'habitude, on a passé littéralement notre temps à vous expliquer en quoi non seulement les institutions internationales sont inefficaces et inutiles, mais qu'en plus de ça, il ne les a même pas ratifiées. C'est-à-dire que même si on avait la structure institutionnelle qui est censée être celle du droit international, ce serait déjà full colonial et ce serait déjà un problème, il faudrait déjà militer. Sauf qu'on n'en est même pas là. On n'en est même pas là. Là, on est quand même sur un cas où un pays, au pif, décide de kidnapper des Français et de les torturer. Notre État qui ne bouge pas son cul. Tout le monde, avec des trucs qui sont filmés, des images qui sont publiques, des gens qui ont des blessures qui ont été constatées par des médecins. Genre, on a littéralement tout ce qu'il faut pour mener cette lutte, en fait. Donc, moi, je maintiens quand même que les gens avec lesquels j'ai bossé qui sont les plus solides, ça reste sur et consorts. Donc, rapprochez-vous de ces collectifs-là. C'est des gens très sérieux, c'est des gens très concrets. C'est pas juste une question de genre aller montrer son cul pour montrer qu'on soutient une cause, je sais pas quoi. Il y a vraiment des conséquences, les gens. Il y a vraiment des choses qui sont faites. Il faut se bouger, il faut se mobiliser. Ça fonctionne vraisemblablement en Italie. Pourquoi ça ne marcherait pas en France? Genre, on n'est pas moins facho que les Italiens, en fait. Oui, non. Donc, au bout d'un moment, il faut se bouger, les gens. Il faut se bouger. D'autant plus que, et ça, c'est un sujet dont on parlait avant de lancer la capsule, justement, ensemble. On a un sentiment de perte de vitesse, en plus, sur le sujet palestinien en ce moment. C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas un sujet qui va retourner sous le tapis là où on l'avait mis déjà pendant des dizaines d'années? Enfin, je veux dire, et moi-même, je me compte dans les gens qui se sont politiqués sur la question à partir du 7 octobre, hein, donc je suis aussi partiellement responsable de avant, mais est-ce qu'on va laisser ça arriver? Faut pas, les gens. C'est pas possible au bout d'un moment. On peut pas à nouveau remettre le sujet sous le tapis, surtout quand il se passe ce genre de dinguerie. Et moi, encore une fois, je reste un petit peu abasourdi du fait qu'il faille encore qu'on envoie des gens, des blancs a priori, ou des gens qui viennent de France, sur place pour qu'on s'inquiète pour eux, quoi. Parce qu'on n'est toujours pas capable de s'inquiéter pour les Palestiniens. Ça reste un constat. Et si en plus on commence à même plus parler d'eux, c'est chaud en fait. Je veux dire, c'est bien beau de rappeler que le génocide il dure depuis 49, et il dure depuis 49, donc en fait il continue là encore aujourd'hui.
Et j'entends de moins en moins de gens en parler, et je tire un peu la sonnette d'alarme à titre personnel sur ce sujet-là qui passe de plus en plus inaperçu au fur et à mesure du temps. Et moi, j'ai vraiment peur que le sujet soit éclipsé par les prochaines présidentielles, alors que non, justement, c'est le moment de le mettre sur la table. Particulièrement au bout d'un moment enfin le moment des présidentielles, le moment des élections, ça ne doit pas devenir un moment de recentrage national où on ne reparle plus que de nos questions nationales, en fait. Ça devrait pas être ça, donc Bellec Pour à le ça. coup, ça avait été central au cours des élections européennes, tu vois. Ouais, mais Pour c'est le coup, des ça a élections un été- peu particulières, les élections européennes. Il y a Ouais. déjà un angle international dans les élections européennes, c'est déjà moins la France regarde son nombril, tu vois. Bah ouais. Ça regarde pas Glucksmann aux 20h, c'est bon, je vais déjà voter pour lui, donc pas besoin. Oh, waouh. Imagine, on dit tout ça sur l'ONU et après tu vas voter pour un agent de la CIA directement, genre immédiatement, minute 1. Ah pardon, c'est pas encore officiel, un fils d'agent officiel de la CIA. Parce que ça, pour le coup, on a vraiment le droit de le dire, ça a été déclassifié. C'est juste pour la vanne. Elle m'a fait plaisir celle-là, écoute. Ah, elle était marrante. Donc pour conclure sur la question de la Palestine, bah nous on va essayer de continuer à couvrir toi de ton côté, moi du mien. Ah ouais, déjà, carrément, faut rien lâcher, faut pas que le silence advienne. c'est ça. Faut rien lâcher, faut continuer d'en parler. Quand il y a des témoignages aussi forts enfin, que celui qu'on a vu aujourd'hui, mais faites tourner les gens. C'est ça. Parce On que peut là, pas- ça nous a tous remis un petit coup, ce témoignage, en mode, mais attends, c'est horrible, faut qu'on lâche rien. Go, go, go. Donc, faut qu'on se mobilise vraiment pour. C'est genre, il y a plein de sujets comme ça. C'est comme la loi Yadan, dont on a entendu parler pendant 2 semaines et qui ensuite recommence à passer sous le tapis. De ouf. Genre, on est en plus de ça dans une période dans laquelle il y a des politiques qui sont menées pour nous empêcher de parler de la Palestine, qui sont de plus en plus violentes. Donc, si nous-mêmes on fait pas l'effort d'en faire davantage pour pouvoir faire porter ces sujets-là, ils vont mourir. Et on va Ouais. encore oublier les Palestiniens pendant 50 ans jusqu'au prochain gros délire. Et c'est pas possible en fait. Genre, surtout que d'ici 50 ans, il y en aura peut-être plus, tout simplement. Ah ouais, si ça continue à ce rythme-là. Donc voilà, ça peut être partager un tweet, ça peut être au rassemblement le samedi. Moi, je sais que toutes les 2 semaines à Brest, il y a un rassemblement. Bah, j'essaie d'y aller autant que possible. Faites un truc au moins, juste qu'on les oublie pas et que peut-être que l'étincelle reprenne à un moment. C'est ça. Il y a le larme. Et de la même façon qu'on n'oublie pas les Kurdes, de la même façon qu'on n'oublie pas tous les gens qui subissent ce genre de choses aujourd'hui. Et force à tous nos camarades, que ce soit ceux qui sont allés sur place, ceux qui sont déjà sur place, les camarades de BDS, les camarades d'urgence. Allez militer les gens, encore une fois. Se contenter de se renseigner sur le sujet et se contenter de regarder ce qu'on fait n'est clairement pas suffisant. Je sais que j'ai des gens dans ma communauté qui se mobilisent. Force à vous, merci d'être là, merci de faire ce travail-là. J'espère qu'on sera toujours de plus en plus nombreux à faire des choses par rapport à ça. Voilà, grosse force à tous nos camarades. Nous, on va essayer de ne pas de continuer à en parler, quoi. J'ai du et à militer, à vous encourager à aller militer, car c'est ça, c'est la seule chose digne que je vois à faire aujourd'hui dans cette situation. Exactement. Et militer, ça rend heureux les gens, hein, parce qu'on est fiers Ouais. de soi. Donc, En fait, c'est même une taille tout con, mais moi je dirais que c'est l'absence de militer, le fait de pas pouvoir voir qu'on a de l'impact qui rend malheureux. C'est le fait de Exactement. perdre de l'agentivité, c'est le dooming vient de là beaucoup. Donc ne doumez pas et ne désespérez pas. C'est une situation dont on peut se sortir. et on va le faire. À la On fin, va c'est le nous faire. qu'on va gagner. Et oh ta gueule. Tu reprends les slogans à Ruffin, toi. Attends, c'est Ruffin qui dit ça? Oui. Non, oh non. Ouais, c'est juste une phrase de prolo en vrai. Il fait un roleplay. Ah prolo. ouais, mais bon, Ruffin, il a fait une OPA dessus, hein. Ah, putain. Eh oui. Oui. Nique-moi. Désolé, hein. Ah, Désolé, hein. Tu viens de foutre en l'air ma soirée, putain. Ouais, mais aussi, elle a le seum parce qu'à l'OST aussi, on disait c'est nous qu'on va gagner des fois et du coup, on a un peu. Bah ouais, c'est trop mimes de dire comme ça. Enfin, Bah oui, je suis d'accord. Mais bref, tout ça pour dire, la Palestine sera libre. De la mer au Palestine Jourdain. sera libre. De la mer au Jourdain. Et la dernière fois que j'ai dit From the River to the Sea, ça m'a valu un article dans Frontières. Hein, donc, Ah ouais? Bah, from the river to the sea, la Palestine sera libre. Peu importe les forces impérialistes, peu importe nos adversaires sionistes et leurs forces. C'est une fatalité historique. Les gens seront libres sur ce territoire. Tous les gens. Tout le monde. Allez, kiss. Bisous. Watch me fly, I'll be